Well, let's go. Good morning. Bonjour. We continue today with Nous continuons, donc aujourd'hui nous poursuivons point 16 de l'ordre du jour. Présentation de l'application transfrontalière des droits de propriété intellectuelle. Nous avons 4 experts. Nous commençons avec M. Giancarlo Frosio, professeur à l'Université de Belfast et également professeur invité à l'Université de Strasbourg, et Mme Natasha Mangel, également à l'Université de Strasbourg, qui vont présenter les principaux résultats de l'étude sur l'application des droits d'auteur dans l'Union européenne. Nous commençons avec eux, nous aurons 10 minutes. Ensuite, nous aurons les présentations des autres experts et la session de questions-réponses. Voilà, M. Frosio ou Mme Angelov, qui est-ce qui va commencer la présentation? Nous voyons, M. Frosio, vous avez 10 minutes. Je vous dirai quand il ne vous reste plus qu'une minute. Bonjour. Pas de son pour l'instant. Veuillez cliquer sur le bouton orateur, je vous prie. Vous pouvez m'entendre? Oui. Merci de nous avoir invités à présenter les résultats de cette étude sur l'application transfrontalière des droits d'auteur. Il y a Alexander Boulayenko, Anna Malinovic et Anna Layel qui ont participé. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le département politique et en particulier M. Giorgio Musso pour le soutien qui m'a été apporté pour rédiger cette étude. Je vais vous fournir une brève introduction, la méthodologie de l'étude et les défis que pose l'application de ces droits et les résultats. Ensuite, je donnerai la parole à Natasha Mangal pour d'autres analyses sur des conclusions et recommandations de cette étude. Prochaine diapo. Quant aux objectifs, maintenant, cette étude est divisée en deux grandes parties. Il y a l'objectif principal de la revue qui consiste à décrire le cadre actuel et fournir des recommandations politiques. D'un côté, l'étude essaye de comprendre la situation actuelle pour l'application des droits dans l'Union européenne en étudiant les mesures d'application qui existent et en prenant en compte les pratiques de certains États et voir aussi quels sont les effets des mesures existantes. En particulier, on essaye de répondre à la question en se concentrant sur l'application vis-à-vis des fournisseurs de services ou des sociétés. Et nous allons ensuite faire des recommandations politiques pour faire face à des externalités négatives et pour éventuellement combler des lacunes qui existent dans l'application de ce droit. L'objectif sera discuté plus en détail par ma collègue Natasha Mangal, mais pour l'instant, nous avons donc l'option politique de mettre en œuvre des procédures plus diligentes pour protéger les droits d'auteur et d'un autre côté, les droits fondamentaux des citoyens européens. Et il s'agit ici de quelque chose de très compliqué. Les institutions européennes doivent être liées par le fait que les droits fondamentaux des citoyens méritent une protection absolue et que les mesures d'application sont des options viables si on ne restreint pas les droits fondamentaux. Prochaine diapo. La méthodologie. L'étude a été réalisée dans 3 phases qui se recoupent. Tout d'abord, une base initiale pour établir la base dans l'Union européenne. Ensuite, une recherche avec un questionnaire, des questions écrites. Ensuite, le son est coupé.
Mr. Frosio, we have lost you again. Monsieur Frosio, nous avons perdu votre voix. Is he still connected? Yes, it's still connected. It's back. Hello? Can you hear me? M'entendez-vous? Oui, vous aviez été coupé. Vous pouvez continuer. Veuillez poursuivre. J'avais dit que nous avons envoyé des questionnaires qui ont été collectés auprès des parties prenantes et 14 interviews ont été menées pendant la période du projet. Il s'agissait de juristes, de juges, de représentants d'organisations et des représentants des sociétés d'utilisateurs d'Internet. On a donc eu un certain type de mesures d'application qui ont été analysées en utilisant une combinaison de recherche universitaire et également ce qui est résulté de la consultation. Prochaine diapo. Quant aux défis fondamentaux sur l'application transfrontalière en soulignant les droits d'auteur et les droits voisins, il y a 3 éléments clés qui ont été particulièrement problématiques. Tout d'abord, les infractions ont été très répandues dans les dernières années et c'est devenu un véritable problème transfrontalier. Coupure à nouveau. Touching something or what? Why? No, it's Hello? just this connection that is dropping. Okay. Hello? Yes, we see you again, Mr. Nous vous voyons à nouveau, Monsieur Frosio. Donc j'en arrive à la conclusion. Nous avons discuté des cas modèles qui ont été étudiés dans 13 États membres différents. Ensuite, le champ d'application géographique des infractions a placé en face des lenteurs de procédure nationale. Il faut donc trouver des solutions qui permettent de faire face aux infractions en ligne dans différents domaines de compétences géographiques. Troisièmement, il y a des coûts sociétaux qui sont très élevés lorsqu'on a affaire à des infractions parce que des entreprises européennes sont privées de revenus, mais il y a aussi le coût de l'application parce que l'application implique la limitation de droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, liberté d'accès à l'information, droit à la vie privée et la liberté d'entreprise. Cela a été rappelé à de multiples reprises par la Cour européenne de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, ce sont des questions que l'on devra gérer dans les années à venir. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Natacha Mangal qui va vous parler un petit peu plus des recommandations politiques et des conclusions. Merci beaucoup. Merci Monsieur Frosio, dit le Président. Merci beaucoup, Giancarlo. Je voudrais brièvement mettre en avant quelques conclusions de cette étude. Donc, nous avons articulé notre étude donc en conclusion et en recommandations politiques, et cela en 3 catégories différentes. Volontaires, administratives et judiciaires, des mesures volontaires, administratives et judiciaires. Et concernant les principales conclusions, nous avons pris en compte des mesures qui étaient placées au niveau national et cela est dû au fait du champ d'application national des droits d'auteur et des droits voisins. Et donc, nous avons vu aussi des infractions qui s'étendaient sur plusieurs pays, mais il fallait donc faire des études séparées par État. Des progrès ont été faits quant à l'efficacité des technologies pour identifier et bloquer les infractions en ligne. Et les mesures, cependant, en ligne ne permettent pas de s'opposer à des infractions. Par exemple, un auteur d'infraction peut utiliser des sites miroirs et les ordres de blocage peuvent être limités dans leur action, ce qui peut aussi limiter l'accès au contenu. Et une autre remarque de cette étude est que pour certains acteurs, la rapidité des mesures d'exécution était d'importance critique du fait de la nature du contenu. Par exemple, des études récentes qui ont été faites par
l'organisation internationale de la propriété intellectuelle montre que dans un laps de temps très étroit, dans un créneau très étroit, il pouvait y avoir plusieurs diffusions et éventuellement des infractions. Et donc, on a ici affaire à des créneaux très étroits dans le temps. Prochaine diapo. Dans cette étude, nous sommes également concentrés sur les mesures administratives et judiciaires. Ici, nous comparons les avantages et les inconvénients de ces options administratives par rapport aux options judiciaires. Donc, tout d'abord, il faut noter que tous les États membres n'ont pas des administrations spécialisées, mais durant ces dernières années, l'utilisation et la disponibilité des procédures administratives s'est développée. L'un des bénéfices de l'utilisation d'une administration est une procédure rapide, une spécialisation et des procédures permettant d'affronter des infractions à une grande échelle. Les administrations sont aussi bien équipées pour le mode d'évaluation des infractions. Il y a par exemple un mandat de l'administration française qui évite que des contenus interdits réapparaissent en ligne, ce qui permet de lutter contre les sites miroirs. Cela s'oppose à la non-disponibilité de telles mesures dans le domaine judiciaire. Les autorités judiciaires sont généralement des tribunaux de l'ordre judiciaire dans les États membres et n'ont pas la possibilité de gérer des grands volumes de plaintes. Et d'après les acteurs, les actions judiciaires sont plus élevées, impliquent un engagement plus important et les garanties de bonne procédure étaient considérées par contre comme étant positives. Il faut aussi voir que ces mesures d'application ont leur valeur, mais sont limitées quant à leur application au-delà des frontières d'un État. Et dans les étapes intermédiaires de l'étude, beaucoup d'États ont dit qu'ils n'avaient que peu d'expérience pour appliquer des décisions de justice ou d'une administration qui avait été prise dans un État membre pour éviter la même infraction dans un autre État membre. Prochaine diapo. Donc, à la suite de cette remarque, la sixième partie de notre étude devait donner un tableau des options qui existent et de leur efficacité. Vous voyez ici les différentes nuances de bleu et comment les États membres peuvent appliquer des droits contre les mêmes sites web qui font des infractions, même si les mêmes activités et les mêmes acteurs sont en cours, et nous nous sommes rendus compte que les responsables font les calculs des coûts et des bénéfices. Et s'il y a le choix entre des mesures administratives ou judiciaires dans les États membres, lorsque les deux options se présentaient, la majorité des acteurs optaient pour faire appel à des mesures administratives. Cela parce qu'il y a une perception de coûts moindres et d'une efficacité accrue pour faire face à ce type d'infraction. Et cela renforce aussi l'une des conclusions de l'étude, à savoir que les acteurs ont une vue positive sur l'évolution des autorités administratives dans les États membres et que nous pouvons nous attendre à une disponibilité accrue de mesures administratives pour appliquer les droits dans les États membres de l'Union européenne. Prochaine diapo. Et pour terminer, les recommandations politiques et les annonces. Nous avons déterminé beaucoup de pistes de réforme. Nous pensons que chaque type de mesure, que ce soit volontaire, administrative ou judiciaire, pouvait être amélioré en cas d'infraction transfrontalière. Par exemple, des mesures volontaires dans l'Union européenne peuvent être élargies quant à leur champ d'application pour couvrir plusieurs États membres, voire tous les États de l'Union européenne. Et beaucoup de prestataires de services en Europe sont des sociétés multinationales qui travaillent dans plusieurs États de l'Union européenne. Et il serait donc faisable d'élargir le champ d'application de ces arrangements au-delà des États membres. Et puis renforcer
la coopération entre les autorités des États membres pourrait se faire par l'introduction d'une forme d'échange ou d'un organisme chargé de ces échanges. Donc pour améliorer le judiciaire, on peut avoir une coopération renforcée en introduisant une reconnaissance mutuelle des décisions de justice qui ont été rendues dans un État membre. Et nous sommes aussi rendus compte que dans certains cas, lorsqu'il y a des infractions évidentes, on peut avoir une procédure rapide qui serait bénéfique pour les acteurs. Et à long terme, essayer d'en arriver à droit plus harmonisé des droits d'auteur dans l'Union européenne avec un code européen ou un titre unifié qui pourrait fournir une amélioration durable. Voilà. Prochaine diapo. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je redonne la parole à mes collègues Alexander Boulayenko et Anna Lavrunovitz pour une brève session de questions-réponses. Je vous remercie. Merci à vous. Mr. Bulayenko, we can see. Monsieur Boulayenko, c'est quand vous voulez, nous vous voyons. Bien, merci beaucoup. Avec ma collègue, je suis ici avec ma collègue Lavrinovic pour avoir la possibilité de fournir des précisions, le président. Donc, la présentation est terminée, nous pouvons poser des questions, entendu. Alors, je vous présente tout d'abord Monsieur Boulayenko, chercheur postdoc CEPI Université de Strasbourg, et Madame Lavrinovic-Trevec, PhD, chercheuse CEPI Université de Strasbourg. Voilà, la séance de questions est ouverte. Madame. Ja, vielen Dank für die... Merci beaucoup de nous avoir présenté l'étude. Une imposition forte des droits de propriété intellectuelle est essentielle. En effet, la meilleure loi, la plus protectrice, n'apporte rien s'il n'y a pas une bonne exécution du droit. Votre exposé a été très intéressant, tout comme l'étude qui a été réalisée, et j'aimerais poser quelques questions à ce titre. Tout d'abord, si j'ai bien compris, on évoque avant tout la protection des droits de propriété intellectuelle qui durent à exécuter. Tous les autres aspects posent moins de problèmes en termes d'application. Deuxièmement, vous avez également constaté qu'une application transfrontalière des droits à la propriété intellectuelle pose rarement problème. Pouvez-vous m'expliquer à quoi cela est dû ou quelles sont vos hypothèses? Troisièmement, vous avez constaté que certains détenteurs de droits ont évité de lancer des procédures en raison des coûts et de la durée de la procédure, qui est perçue comme un obstacle. Est-ce que le tribunal de brevet unitaire qui doit être introduit ne peut pas améliorer sensiblement cette situation? Et en outre, comment évaluez-vous la valeur ajoutée des nouvelles technologies permettant de lutter contre la violation des droits de propriété intellectuelle? Voilà pour ce qui me concerne. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous allons regrouper les questions et ensuite nous donnerons la parole aux experts. Monsieur Le Breton. Sorry, excuse me, just before interrupting. Excusez-moi, avant d'interrompre. Non, écoutez, Monsieur Boulayenko. Nous regroupons 3-4 questions et nous vous donnons ensuite la parole. Monsieur Le Breton. Je remercie moi aussi toutes les personnes qui sont venues nous éclairer. La protection des droits de propriété intellectuelle est quelque chose de fondamental. Alors j'aimerais être sûr d'avoir compris les grandes conclusions qui nous ont été présentées. Parmi les deux types de solutions qui sont envisageables, solutions judiciaires, solutions administratives, donc j'ai bien compris que les solutions administratives sont plus efficaces et donc semblent avoir la préférence.
et vous préconisez une meilleure coopération entre organisations administratives des États membres. Mais justement, vous avez indiqué que vous êtes penché sur 13 États, je crois, différents, et j'aimerais savoir, parce que moi je crois beaucoup dans l'exemple des bonnes pratiques, quel est, selon vous, l'État que vous avez étudié qui est le plus efficace pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle en ligne? Parce que je pense qu'on pourrait s'inspirer du modèle au niveau européen. Thank you very much, Mr. Le Breton. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton. Monsieur Voss. Merci, Monsieur le Président. Une petite question rapide. Est-ce qu'il y a une interprétation ou une traduction, je suppose? Non? Tout le monde est parti? Écoutez, apparemment, nous avons perdu les trois intervenants. En raison de l'allemand, voilà, si je puis parler allemand. Chers experts, vous avez entendu les questions jusqu'à présent? Nous avons entendu la question en français. Et pour la première question en allemand, il n'y avait pas d'interprétation. Donc, nous allons répéter la question de Madame Washman. Il n'y a pas eu d'interprétation. Ensuite, Monsieur Voss, je vous redonnerai la parole. D'accord? Vous permettez d'interrompre? Chers intervenants, si vous êtes en direct, vous ne pouvez pas avoir l'interprétation. Votre bouton doit rester bleu et non pas rouge. Et là, vous aurez l'interprétation. Si vous prenez la parole, vous n'avez pas l'interprétation. Madame Washman, pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui, c'était la première question. Je pense qu'il n'a pas été interprété, c'est ça? À savoir, la question concernant la protection du droit d'auteur évoqué dans l'étude, dur à appliquer, et pour les autres droits de propriété intellectuelle, dans ces conclusions, apparemment, cela pose moins de problèmes d'application. Et c'est ce contexte que je voulais réinterroger. Vous avez compris les autres questions? Parfait, merci. Non, je pense que non, hein, puisque tout ce qui a été dit de votre bouche a été perdu dans la première intervention, donc c'est à vous de répéter si vous le souhaitez. Bon, pas de souci. Alors, je recommence depuis le début. J'en suis désolé, mais quand on est à distance, c'est comme ça que ça marche. L'exposé, l'étude était très intéressant. Il s'agit de l'application du droit de propriété intellectuelle. C'est essentiel. Et à ce titre, j'ai quelques questions que j'ai posées. Première question, si j'ai bien compris, dans votre exposé, on évoque avant tout la protection du droit d'auteur qui est dur à mettre en œuvre. Tous les autres droits de propriété intellectuelle pose moins de problèmes d'application. Est-ce le cas? Deuxièmement, vous avez également constaté qu'une application transfrontalière des droits de propriété intellectuelle pose rarement problème. Pouvez-vous nous expliquer à quoi cela est dû? Troisièmement, vous avez constaté que certains détenteurs de droits évitent de déclencher des procédures dans plusieurs États membres parce qu'ils craignent les coûts et la longueur potentielle de la procédure, car ils les perçoivent comme un obstacle. Est-ce que le tribunal de brevet unitaire qui doit être mis en œuvre avec le brevet unitaire ne va pas largement améliorer la situation? Quatrième question, la valeur ajoutée de la mise en œuvre de nouvelles technologies permettant de lutter contre la violation des droits de propriété. Et cinquièmement, dans l'étude, vous évoquez la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle dans les pays hors UE. Ils ont été étudiés. Et puis, je vais rajouter une question que j'avais gardée pour plus tard, puisque j'ai le micro. La directive 2004-48-EG, est-ce que vous estimez qu'elle est encore valable et utilisable et doit-elle être retravaillée?
Merci, j'espère que ça va marcher ce coup-ci. Merci beaucoup, madame, d'avoir répété. Monsieur Voss. Merci, monsieur le président. J'espère que vous êtes encore tous là, parce qu'on ne vous voit pas. Alors, premièrement, la question des détenteurs de droits qui est évoquée. Les sports broadcasting pour les jeux vidéo, la musique, est-ce qu'il y a une raison spécifique pourquoi l'industrie du cinéma, du film n'est pas incluse? Deuxièmement, entre-temps, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il serait préférable de développer un réseau européen, voire une procédure européenne accélérée de décision sur ce qui doit être retiré des plateformes ou des contenus problématiques. Donc une plateforme unique pour les droits d'auteur qui pourrait être créée. Malheureusement, entre guillemets, on ne peut parler que de ligne directrice pour l'instant. Peut-être qu'il serait bon de faire en sorte que le droit d'auteur devienne plus européen, plus inscrit dans des règlements, même si la structure ne permet pas d'aller beaucoup plus loin pour l'instant, mais j'ai l'impression que la numérisation mondiale demanderait que l'on harmonise plus l'espace européen, de telle sorte que l'on ne doit pas sans cesse s'appuyer partout sur les traditions des États membres, les divergences de mentalité en la matière qui doivent être prises en compte et prévoir peut-être d'avoir un vrai marché intérieur de la propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, il y a beaucoup de questions. Nous allons maintenant donner la parole aux experts qui pourront répondre et nous poursuivrons avec d'autres questions des députés. Qui va commencer? Monsieur Boulayenko ou Madame Larinovic-Truvec? Bon, je pourrais commencer. J'espère qu'on m'entend tout d'abord. Allez-y. Alors, je commence par la première question que j'ai notée. D'ailleurs, désolé pour les problèmes d'interprétation, nous avions mal compris le fonctionnement du système. Alors, question concernant les procédures administratives, est-ce qu'elles sont plus efficaces? D'après beaucoup de parties prenantes, ils cherchent plutôt des solutions pragmatiques. Donc, au fond, il ne s'agit pas d'une question de principe, qu'il s'agisse de l'administratif ou du judiciaire, ils veulent une solution qui fonctionne. Actuellement, les solutions administratives fournissent plus souvent une réponse plus spécialisée, plus rapide, avec une plus grande aptitude à traiter un plus grand nombre de demandes. Donc, nous pouvons observer qu'à ce titre, les détenteurs utilisent plus les solutions administratives que judiciaires. Première constatation. Ce n'est pas tant l'opposition administrative-judiciaire, c'est qu'il y en a un qui est plus rapide, plus efficace et plus spécialisé. Voilà la perspective des détenteurs de droit. Alors, bien sûr, certains représentants de la société ont des préoccupations par rapport au respect du droit ou au droit équitable. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir représenter leurs intérêts de façon adéquate. C'est un autre argument. Par rapport aux procédures administratives et les meilleures pratiques, les procédures administratives, tout d'abord, comme Natacha Mangal l'a dit pendant la présentation, elles n'existent pas dans tous les États membres. Dans certains États membres, il n'y a pas de procédure administrative. Pour l'instant, c'est plutôt dans une minorité de pays où ces procédures administratives sont en cours. Mais ces procédures administratives, de plus en plus souvent, deviennent une solution commune et adoptée de plus en plus dans les États membres. Cela permet une meilleure application. 7 ou 8 États membres pour l'instant sont concernés, en fonction du comptage. Alors, par rapport à la coopération, nous avons déjà une coopération parmi les autorités dans le droit d'auteur dans différents secteurs, pour la gestion collective et d'autres domaines, mais il n'y a pas de réaction coordonnée par rapport à l'application au niveau de ces autorités. D'où cette recommandation d'une coopération, une forme de coopération permettant de réunir ces autorités et un échange de pratiques. Certaines autorités sont assez nouvelles,
comme l'autorité française, la nouvelle ARCOM, qui est assez nouvelle, et bien entendu, elle hérite des pratiques de l'ADOPI et reçoit certaines compétences du CSA, d'une autre autorité, mais obtient des compétences supplémentaires. Beaucoup d'autorités, on voit la réforme législative en Grèce qui est nouvelle, ces autorités peuvent échanger donc, et on pourrait avoir une formule de facilitation européenne pour leur permettre d'apprendre les unes des autres et d'échanger. Voilà pour cette question. Je passe à la question relative à l'application transfrontalière, l'utilité d'un mécanisme transfrontalier. C'est un domaine dans lequel on pourrait avoir une vraie valeur ajoutée de l'Union européenne. Au fond, les mesures nationales des États membres sont classiquement limitées aux frontières de l'État membre concerné, alors que les activités de contrefaçon sont transfrontalières. Elles traversent l'UE et ont lieu dans le monde entier. Et donc, il y a une forte valeur ajoutée à attendre. Aucun État membre ne peut faire ce qui peut être fait au niveau européen, c'est certain. Et il y a une grande valeur ajoutée à attendre dans cette procédure transfrontalière. Pour ce qui est des parties prenantes consultées, ils ont été consultés sur une base volontaire, bien entendu. Certaines ont répondu favorablement à notre réponse, d'autres n'ont pas répondu favorablement. Parmi les parties prenantes qui n'ont pas répondu favorablement à notre requête d'information, il y avait certains représentants du cinéma et de la radiodiffusion. Anna, un complément? Tout à fait, merci. Je vais répondre à la question concernant l'application de la propriété intellectuelle en général. Et comme Madame Wassman l'a dit, effectivement, il y a une différence en termes de protection entre les droits de propriété industrielle et les droits d'auteur. Et à ce titre, c'est ce que l'on retrouve dans la perspective application transfrontalière. Pour les droits de propriété industrielle en général, et lorsque l'on évoque le tribunal du brevet unitaire, la mise en œuvre transfrontalière est facilitée en raison de la présence du titre unique. Et cela veut dire que les détenteurs de marques ou plus tard des détenteurs de brevets donc unitaires peuvent avoir la possibilité de lancer des injonctions transfrontalières couvrant tous les États membres. Dans les droits d'auteur, la situation est un peu différente car nous appliquons les règles générales de l'Union européenne basées sur la refonte Bruxelles, règlement de refonte Bruxelles. Cette possibilité existe. Il est possible d'avoir des arrêts transfrontaliers. Néanmoins, le problème est lié à cet environnement en ligne et ces violations universelles que l'on retrouve partout. Une possibilité existe d'avoir des décisions transfrontalières si les détenteurs de droits choisissent le fort du domicile du défendant. Alors, le problème des violations en ligne, c'est que la défendresse a un domicile qui est souvent difficile à définir et la possibilité d'avoir des arrêts transfrontaliers est très limitée du coup. En d'autres termes, les détenteurs de droits d'auteur doivent revenir à la saisie de plusieurs forts pour déclencher des injonctions. Et le problème, c'est que si cette stratégie de litige multiple qui est liée à cet environnement, cette violation en ligne, c'est que cela déclenche des coûts énormes en termes de traduction, en termes
de collecte d'éléments probants, car les détenteurs de droits d'auteur doivent fournir les éléments probants dans chaque pays et dans chaque État membre où il a l'intention de déclencher sa poursuite. Ensuite, il faut l'assistance juridique de l'État membre concerné. Et donc, concernant les coûts, les détenteurs préfèrent retenir un ou deux États membres plutôt que de choisir tous les États membres où une violation est identifiée. Vous avez également posé la question du brevet unitaire. Concernant le droit des brevets, il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un système de règlement des litiges qui ressemble au droit d'auteur. Pour les brevets, nous appliquons la législation générale de l'UE, refonte Bruxelles, mais à l'avenir, donc pour l'instant le brevet unitaire est en phase préparatoire, et à l'avenir, nous aurons le titre unitaire avec un fort unique qui permettra de prononcer des arrêts transfrontaliers concernant le brevet unitaire, mais également à long terme les brevets européens. Et je voulais mentionner également le fait que dans notre recherche, nous avons été quelque peu limités aux États membres de l'Union européenne. En effet, nous souhaitions cerner les mesures actuelles de nature administrative ou relevant du droit de l'Union européenne qui conduisent à une harmonisation. Et il est vrai que, eu égard aux pays non UE, cette application transfrontalière est bien plus délicate puisque nous n'avons pas tous ces instruments d'harmonisation. Et il est vrai que nous disposons d'experts qui planchent sur la question. On a un groupe d'experts qui travaille sur la propriété intellectuelle pour étudier les problèmes liés aux violations au niveau international, mais il est vrai qu'à ce jour, nous n'avons pas encore quoi que ce soit de comparable aux mesures européennes d'harmonisation au niveau international. Pour compléter les réponses aux questions, eh bien, concernant l'utilisation des nouvelles technologies, on a abordé la question de l'efficience, de l'efficacité. C'est une question très commune. On se demande si les mesures techniques adoptées pour, par exemple, bloquer l'accès à des sites en infraction sont efficaces ou non. Certaines mesures ne donnent pas des résultats à 100%. Elles peuvent donc être contournées. C'est ce qui a été dit également durant la présentation. Mais dans la pratique actuelle, ces mesures ont un effet dissuasif. Nous voyons en pratique un effet, à savoir une diminution des sites qui seraient en infraction. Un citoyen lambda peut, par exemple, être découragé à se rendre sur un site internet s'il ne peut pas y accéder par le biais d'un moteur de recherche conventionnel. Alors ces mesures n'offrent pas un résultat à 100%, mais ces mesures nous permettent néanmoins de détecter un effet positif pour les sites en infraction. Merci, je vais donner la parole aux autres intervenants qui souhaitent vous poser des questions et donc je vous demanderai d'éteindre votre micro pour avoir l'interprétation. Monsieur Garcia Blanco. J'aimerais tout d'abord remercier les auteurs de ce rapport, de cette étude très riche. Vous avez vraiment accompli un travail titanesque et nous voyons que vous avez passé beaucoup de temps et que vous avez consenti beaucoup d'efforts pour ce rapport et j'aimerais vous en remercier. Je ne vais pas répéter les questions qui ont déjà été posées. Question qui était extrêmement intéressante et qui me taraudait également. Mais j'aimerais revenir sur cette question de l'harmonisation dont les auteurs ont parlé. Ils ont dit que cette harmonisation était nécessaire.
Et sachez que je partage pleinement ce point de vue et cette réflexion. Et je m'interroge, que pensez-vous concernant cette harmonisation? Cette harmonisation peut-elle passer par la mise en œuvre de la directive sur les droits d'auteur? Parce que c'est vrai que avant la directive, la situation dans les États membres était très hétérogène, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je ne sais pas ce que vous avez observé en matière d'application, mais pensez-vous que cette application nous permettrait ou nous permet de nous rapprocher d'une certaine harmonisation sur le territoire européen et sur le marché intérieur? J'aimerais également vous poser une autre question. Vous avez vu ce qui a été approuvé par le Parlement et là je vous renvoie au débat sur la DSA et j'aimerais savoir si ce qui a été approuvé pourrait impliquer un pas en arrière s'agissant de poursuivre ces crimes, ces infractions commis en ligne, en lien avec la propriété intellectuelle. Avez-vous constaté quelque chose qui pourrait freiner cette poursuite des infractions et des délits en ligne? Et c'est vrai que je souhaitais également vous interroger sur les États qui ont déjà une procédure administrative en place. Alors vous avez dit qu'il y avait 7-8 États membres qui avaient un tel mécanisme. L'Espagne a également indiqué vouloir mettre en place un office en charge de la propriété intellectuelle pour faciliter les démarches administratives. Alors je suis d'accord avec vous, c'est une priorité phare. Comme l'ont dit certains des intervenants, il y a des infractions qui doivent être résolues en un laps de temps extrêmement court, parce que si ce n'est pas le cas, eh bien dans la pratique, les dommages seront quasi irréparables. Voilà, je m'en tiendrai à ces questions-là. Merci, Monsieur Garcia Blanco. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh bien, je rends la parole à Monsieur Boulayenko et à Madame Mangal. Non, Madame Lorinovic. Excusez-moi, se reprend le président. First, with regard to the implementation. Alors, concernant la mise en œuvre de la directive sur les droits d'auteur, je suppose que vous faites référence à la directive de 2019, n'est-ce pas? L'étude n'a pas spécifiquement mis l'accent sur cette directive. En revanche, nous sommes intéressés aux effets indirects de cette directive. Certains effets ont pu être constatés, notamment en ce qui concerne les mesures et les accords volontaires trouvés par les parties prenantes. Alors, évidemment, la directive a donné l'impulsion à certains changements en matière d'application, mais cette directive portait surtout sur le filtrage de contenu, c'est-à-dire le contenu placé sur des plateformes vidéo. Dans notre étude, nous nous sommes intéressés aux sites Internet voyous, des sites Internet piratés, qui hébergent leur contenu. Et nous ne parlons ici pas de vidéos ou de contenu de parties tierces. Nous parlons bel et bien du contenu du site Internet. Donc vous voyez que la portée de notre étude était plus limitée. Concernant l'expérience, eh bien vous avez parlé du blocage. Alors là, nous avons également analysé les événements en direct. Les événements en direct ont une valeur et ces événements en direct sont liés à une période de temps spécifique, 60 minutes, 1 heure. Je pense par exemple à un match de football, un concert ou un autre événement. Donc, dans certains cas, les utilisateurs ont rencontré des problèmes avec ces événements directs et dans certains États membres, nous voyons émaner de nouvelles solutions qui portent précisément sur le blocage en direct. On a de telles mesures en Irlande et dans d'autres États membres. En Grèce également, je pense. Oui, Anna? Oui, je n'ai rien à ajouter sur ce point. Giancarlo, souhaiteriez-vous revenir sur la DSA? I could just add, I think. Eh bien, une question nous a été posée et on faisait référence à la nouvelle directive et à l'article 17. Et l'on se demandait si cette directive et l'article et l'application de la directive contribuaient à l'harmonisation.
Alors même si notre étude n'a pas porté précisément sur ce point-là, nous avons vu différentes exécutions et applications de l'article 17 par les États membres. Donc la réponse que je vous donnerai à votre question, c'est pas vraiment. En termes d'harmonisation, nous avons encore un problème lié notamment à l'application de l'article 17. S'agissant du nouveau règlement, eh bien, ce que je comprends, c'est que le nouveau règlement met l'accent sur un point extrêmement important, à savoir que tout type de mesure qui va être mise en œuvre et qui s'avère nécessaire, et nous avons perdu l'intervenant. We have missed you. Nous vous avons perdu, Monsieur Frochot. Et donc je disais, ces mesures doivent être mises en œuvre conformément au nouveau règlement et ces mesures doivent cadrer avec le cadre droits fondamentaux. Donc, nous constatons au vu du règlement que les droits fondamentaux doivent toujours être pris en compte, surtout lorsqu'ils retournent d'application en ligne. Alors voilà, je pense, ce que je peux dire concernant ces deux points. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, j'aimerais remercier tous les experts présents aujourd'hui. Merci aussi pour cette étude et je suis sûre que cette étude va venir nourrir les travaux de cette commission. Un grand merci à vous. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre réunion. Les prochaines réunions de la commission se tiendront à Bruxelles le 10 février de 9h à 12h et de 16h45 à 18h45. Merci beaucoup et bon week-end à tous.